Maintenant, je vais vous parler un peu des conséquences du changement climatique et je vais commencer par une comparaison que j'aime beaucoup, que je vous montre maintenant, qui va vous donner, j'espère, un début de visualisation de avec quoi nous sommes en train de jouer. J'aime beaucoup cet exemple parce que quand on parle à nos sens, une variation de température de quelques degrés est un non-sujet absolu. La température extérieure à Genève aujourd'hui a probablement varié de plus de 10 degrés. Alors il se trouve qu'on est dans une saison où ça varie beaucoup, mais a probablement varié de plus de 10 degrés entre ce matin et cet après-midi. Hein, on ne doit pas être loin de 15. Ça vous a fait, alors pardonnez-moi l'expression, ni chaud ni froid, enfin, au sens de vous étiez vivant ce matin, vous êtes vivant cet après-midi, la température en extérieur a changé de 15 degrés, donc changer la température planétaire de 3 degrés, so what, quoi, je veux dire, c'est quand même juste pas un sujet. Bon. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer maintenant, c'est que une moyenne et une valeur individuelle, c'est pas du tout pareil, parce que pendant que ici c'est le jour et que la température se réchauffe, en Australie c'est la nuit et la température s'abaisse. Pendant que ici c'est l'automne et la température descend, en Australie c'est l'arrivée du printemps puis de l'été et la température monte. Alors en Australie et sur tout l'océan austral. Et en fait, la moyenne planétaire, elle varie pas du tout de 10, de 15 ou de, vous allez voir, 4 degrés tous les 4 matins. C'est pas du tout ça. Donc en fait, il faut bien raisonner, quand on parle de la variation de la moyenne, il faut bien comprendre que ça ne désigne pas du tout la même chose qu'une variation locale et instantanée, même si on parle de température dans les deux cas de figure. Alors, voilà à quoi ressemble l'Europe. Alors, quand je dis actuelle, c'est déjà plus actuel. C'est l'Europe, il faut à chaque fois qu'il faut que je pense à changer cette légende. L'Europe de la fin du XXe siècle ressemblait à ça. C'est-à-dire que dans l'Europe de la fin du XXe siècle, vous avez des conditions climatiques qui font que si on ne coupe pas les arbres pour y mettre autre chose à la place, des champs, des routes, des écoles ou des banques, eh bien, nous avons en Europe des grosses espèces végétales qui sont capables de pousser, c'est-à-dire des arbres. Donc ça veut dire qu'il fait suffisamment humide et suffisamment doux, ni trop froid, ni trop chaud, pour que prospèrent des grosses espèces végétales. Quand nous sommes au nord, ici, il fait trop froid et trop sec pour que vous ayez ça, et quand on est à l'est, ici, il fait trop sec pour que vous ayez des arbres. Mais sinon, partout ailleurs, vous avez des arbres. Voilà l'Europe il y a 20 000 ans. Alors l'Europe il y a 20 000 ans est très différente de l'Europe d'aujourd'hui, et on se situe dans un contexte où en fait elle est beaucoup plus froide, parce que à cause du mariage à 10 tumultueux que nous avons dans le système solaire, donc vous savez que le système solaire est un mariage à 10, c'est-à-dire le Soleil plus 9 planètes, eh bien, en fait, l'orbite de la Terre n'est pas constante au cours du temps, parce que nous subissons l'attraction de Jupiter et de Saturne, et l'attraction de Jupiter et de Saturne conduit l'orbite terrestre à ne pas être constante au cours du temps, elle est déformée au cours du temps. Et cette déformation de l'orbite terrestre a notamment causé les grands cycles glaciaires interglaciaires à l'échelle de la centaine de milliers d'années sur les 3 derniers millions d'années. Hein, donc ça, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid, mais c'est 100 000 ans dans un sens, 20 000 dans l'autre. Donc il y a 20 000 ans, nous sommes au cœur de la dernière ère glaciaire. Alors il n'y a pas de financiers suisses, parce que vous voyez que les Suisses sont sous la glace, là. Voilà, donc... le problème est réglé de ce côté-là. Il n'y a pas non plus le fonds souverain norvégien, puisque les Norvégiens sont sous la glace, comme vous pouvez le constater là. En fait, la Scandinavie est sous 3 km de glace. Les glaciers des Alpes ont pris une importance considérable, nous laissant, au moment où ils ont disparu, la haute vallée du Rhône. Et vous voyez également que pour les Français, la très bonne nouvelle, c'est que les Irlandais et les Écossais ont disparu du tournoi des 6 nations, qui est également un avantage considérable. Donc vous voyez que le paysage est très différent. Pour faire ce gros glaçon qui est là, et ce gros glaçon qui est là, plus le gros glaçon qui est là, plus le gros glaçon qui est posé sur le Canada, qui est totalement glacé, 3 km de glace aussi, plus le Groenland, etc., il faut de l'eau. Comme dans votre frigo, vous n'avez pas de glaçon sans eau. L'eau est venue en totalité de l'océan, parce que donc il y a eu un transfert d'eau. Et comme l'océan est une grande baignoire dont le fond est toujours au même endroit, le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres. Donc vous n'avez pas M. Bourgnon, n'importe lequel des deux, qui gagne une régate transmanche, puis c'est plus de manche. Le climat est beaucoup plus froid et beaucoup plus sec, et en fait il est beaucoup plus sec parce que beaucoup plus froid. Vous le savez aussi, vous habitez pas très loin des montagnes, quand le climat est beaucoup plus froid, en général il est sec, parce que dans un climat froid, vous avez moins d'évaporation, et par ailleurs, la quantité de vapeur d'eau que vous pouvez mettre dans un air très froid est beaucoup plus faible que la quantité de vapeur d'eau que vous pouvez mettre dans un air très chaud. Donc un climat beaucoup plus froid est un climat beaucoup plus sec. Du reste, l'Antarctique est un des endroits les plus secs au monde.
Et dans cet écosystème beaucoup plus hostile, où l'essentiel de la végétation européenne ressemble à ce que vous avez au nord de la Sibérie actuelle, eh bien, la population française est inférieure à la population genevoise, de beaucoup. C'est-à-dire que tout ce que l'écosystème France est capable de fournir à des animaux en bout de chaîne alimentaire que sont les hommes, c'est la capacité à nourrir 100 000 personnes. Donc vous voyez que les deux paysages sont raisonnablement différents. Et à l'évidence, quand l'Europe est passée de l'état de gauche à l'état de droite, c'est que la planète s'est réchauffée. Je connais peu de gens qui arrivent à faire fondre un glaçon en le refroidissant. Donc la planète s'est réchauffée. De combien? Eh bien, cette transformation est due à un réchauffement planétaire qui est de l'ordre de 4 à 5 degrés en 10 000 ans. Donc là, vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature que le passé nous offre, qui est de réchauffer le climat de quelques degrés en 5 à 10 000 ans. Et vous voyez le résultat. Alors avant de rentrer dans les détails, maintenant je vais vous la faire courte et bonne. Un réchauffement climatique de 4 degrés en un siècle fait que la valeur des actifs que vous gérez sera le cadet de vos soucis. D'abord, il n'y aura plus d'actifs à gérer, parce qu'une bonne partie des pays mondiaux seront en guerre, les autres sont en dictature. Enfin voilà, c'est évident que c'est le chaos partout. Parce que ça sera un tel déplacement des conditions existantes à une vitesse telle, avec des telles carences sur les besoins essentiels, et notamment l'alimentation, je vais vous en parler, que évidemment, ça va être le bazar partout. Donc on ne restera pas du tout dans un monde stable, et les Nations Unies pourront bien appeler à la paix, ça ne servira à rien. Donc c'est un monde monstrueusement chaotique qui nous attend, et surtout les gens qui vont nous suivre, parce qu'à la limite, il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ont comme moi quelques cheveux blancs. Bon, s'ils meurent demain matin, ils en ont bien profité à la limite. Ils sont au-delà de l'espérance de vie de l'humanité qui était la sienne en 1900, ne serait-ce qu'en 1900. Je vous rappelle que l'espérance de vie à la naissance en 1900 en France était inférieure à 50 ans. Donc tous les gens qui ont plus de 50 ans dans la salle, ils ont déjà beaucoup plus profité de la vie que l'essentiel de l'humanité qui nous a précédés. Donc, mais là, on est en train de parler de nos gosses et de nos petits-enfants. J'ai envie de dire, c'est d'eux dont on est en train de parler, et eux n'ont pas tous 50 ans. Donc voilà de quoi il est question. Alors maintenant, un peu quelques détails. Tout ce que je vous raconte maintenant est sorti de la littérature scientifique, vous avez les sources. Ici, vous avez d'abord un graphique qui vous montre le nombre de jours où les conditions extérieures seront létales, c'est-à-dire qu'on sort dehors, on meurt, sur une planète qui s'est réchauffée de 4 degrés. D'accord ? Par rapport à aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est concentré sur la bande équatoriale? Parce que c'est une zone dans laquelle l'air est saturé d'humidité. Vous savez que la température de votre corps est de 37 degrés. En fait, la température de votre peau est de 35. De votre front un peu plus, puisqu'on vous a tous pris la température pour vous laisser rentrer ici. Et vous avez vu, si vous avez regardé la température qui s'affichait, vous avez vu que c'était 35, pas grand-chose, la température extérieure. 35 et 36. Si l'air ambiant monte à plus de 35 ou 36 degrés en étant saturé à 100% d'humidité, à ce moment, vous rentrez, vous êtes dans un environnement dans lequel votre corps ne peut plus se refroidir par déperdition thermique et il ne peut plus se refroidir par évaporation, c'est-à-dire la transpiration. Donc vous mourrez d'hyperthermie. Donc vous pourrez mourir d'hypothermie si vous êtes pris sous une avalanche et qu'on ne vient pas vous chercher, déjà d'asphyxie, mais tomber dans une crevasse, vous pourrez mourir d'hypothermie, ça c'est possible. Eh bien là, c'est les endroits où on mourra d'hyperthermie. D'accord ? Parce qu'on peut juste pas se tenir dans des conditions extérieures. Et vous avez le nombre de jours par an que ça concernera. Donc il y a des endroits, par exemple ici, un tout petit peu peuplé, par exemple ici, un tout petit peu peuplé, par exemple le Nigeria, un tout petit peu peuplé, etc. Voilà. Bien évidemment, au fur et à mesure que nous irons vers des conditions de cette nature, si nous y allons, les gens qui habitent là, ils ne vont pas rester là. Ils vont aller voir ailleurs le temps qu'il fait. Alors ils ne monteront pas tous dans un avion, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus d'avion. Mais enfin, de proche en proche, évidemment, ça va déclencher des troubles géopolitiques massifs. C'est absolument évident. Deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que dans un climat globalement plus chaud, il y a globalement plus d'évaporation, mais malheureusement, cette évaporation ne conduira pas à des précipitations qui augmentent partout. Le surplus global de précipitations sur Terre sera mal réparti, et il y a des zones dans lesquelles les précipitations vont beaucoup augmenter, typiquement les hautes latitudes nord, et des zones, notamment le pourtour du bassin méditerranéen, donc nous on est aux avant-postes, où les précipitations vont significativement diminuer. En plus du fait que les précipitations diminuent, et vous le constatez probablement si vous allez faire un tour dans la nature pas très loin d'ici,
À précipitation constante, si les températures augmentent, l'évaporation augmente et les sols s'assèchent, même si les précipitations ne baissent pas. Et ça, les arbres et les cultures n'aiment pas. Donc ça va mettre sous stress les arbres et les cultures. Et le bassin méditerranéen est particulièrement aux avant-postes, puisque avec un réchauffement de 2 degrés, on a déjà 20% d'assèchement des sols sur le pourtour du bassin méditerranéen. Alors une partie de ce pourtour, c'est tous les pays de la rive sud, qui sont déjà pas autosuffisants sur le plan alimentaire, qui seront, à cause de leur démographie, obligés d'importer de manière croissante tant qu'ils arrivent à nourrir les gens avec des importations. Et puis quand ils commenceront à avoir du mal à faire ça, c'est le printemps arabe empire qui se redéclenchera. C'est exactement ça qui va se passer. Donc, là, vous avez l'évolution de l'humidité des sols et du coup l'évolution des rendements agricoles derrière. Et je vais aller directement à ce graphique qui date d'il y a 1 an plus ou moins, qui vient du GIEC et qui vous dit qu'à partir de 2,5 degrés à 3 degrés d'élévation de température, vous avez de l'insécurité alimentaire qui commence à se généraliser sur la planète. Alors tous ceux d'entre vous qui ont lu leur cours d'histoire attentivement se rappelleront que l'insécurité alimentaire est le premier ferment d'instabilité politique. À partir du moment où les gens n'ont pas à bouffer, ils se révoltent. Alors, quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, mais que je vais vous dire tout de suite, dans le monde économique en particulier, dans le monde économique en particulier, on a tendance à être trompé par les raisonnements linéaires. Une action me coûte 100 €, donc 2 actions me coûtent 200 €. D'accord ? Et on transpose ces raisonnements linéaires au monde physique qui, lui, n'est pas linéaire. Donc, beaucoup de gens se disent 2 degrés, c'est 2 fois plus grave que 1 degré. Je vais prendre un exemple qui est votre propre corps. De temps en temps, il arrive à votre propre corps de connaître une élévation de température. Ça s'appelle avoir de la fièvre. Alors, si vous avez une élévation de température de 1 degré, vous êtes un peu mal foutu. Bon, c'est pas trop grave. Si vous êtes très motivé, vous viendrez même ici parce que les petits fours sont bons. Si vous avez une élévation de température de 5 degrés, vous n'allez pas rater 5 cocktails, vous êtes mort. Donc, votre corps, qui est un système parfaitement non linéaire, vous voyez bien que les conséquences ne sont pas une fonction linéaire de l'élévation de température. Les conséquences augmentent beaucoup plus vite que l'élévation de température. Eh bien, pour la planète, c'est exactement pareil. Donc 2 degrés, ce n'est pas 2 fois plus grave que 1 degré, c'est probablement 50 fois plus grave que 1 degré. Et 3 degrés, c'est probablement 10 000 fois plus grave que 1 degré. D'accord ? Donc l'élévation, là en ce moment, vous avez déjà plein de coraux qui souffrent, à 2 degrés, ils sont tous morts, par exemple. Hein ? Donc 25% des espèces marines qui sont dépendantes des récifs coralliens aujourd'hui, alors peut-être qu'elles arriveront à aller ailleurs, je ne sais pas où, mais si elles n'y arrivent pas, disparaissent. Hein, voilà un exemple parmi d'autres. Donc il faut bien comprendre encore une fois que chaque demi-degré vous amènera un surplus de conséquences désagréables peut-être égal à la totalité des conséquences désagréables qu'on a déjà eues avant. Hein, ce n'est pas du tout linéaire comme la fonction des dommages. Alors, un tout petit sujet, je suis désolé de vous projeter une carte de l'Hexagone, mais c'est pour illustrer quelque chose de plus général. Je le redis, il ne vous aura pas échappé qu'une petite partie de l'Australie a brûlé il n'y a pas très longtemps. En fait, la partie de l'Australie qui a brûlé est très nettement supérieure à la superficie de la Suisse. Il y a à peu près 20 millions d'hectares qui ont brûlé, c'est-à-dire à peu près 200 000 km². Sauf erreur de ma part, la Suisse ne fait pas une petite moitié de la France, elle est plus petite que ça. Donc on a une petite moitié de la France en forêt qui a brûlé en Australie. En Sibérie, c'est à peu près pareil. Il y a eu des températures totalement hallucinantes proches du cercle polaire au dernier printemps, avec des feux absolument partout. Et en ce moment, c'est en Californie qu'ils sont en train d'y passer à leur tour, ainsi qu'au Brésil, ainsi que dans une partie de l'Afrique. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le résumé de ce que je suis en train de vous dire. C'est la propension à brûler des forêts françaises à la fin du XXe siècle et en 2040. Donc, en gros, et ça, c'était une simulation il y a quelques années, c'est probablement en train d'aller plus vite que ça. Ce que vous voyez, c'est qu'en gros, en 2040, n'importe où en France, ça pourra brûler comme ça brûle aujourd'hui dans le bassin méditerranéen, enfin, sur la côte méditerranéenne, ou à peu près. Donc, dans l'arrière-pays, dans la région parisienne, ça brûlera comme dans l'arrière-pays provençal aujourd'hui. Les phénomènes extrêmes vont avoir tendance à s'intensifier. Le réchauffement climatique, et c'est induit par le supplément d'effet de serre, et c'est une de ces marques de fabrique qui permet de le différencier de manière très nette du réchauffement dû à la variation de l'activité solaire, c'est qu'il conduit à un refroidissement de la stratosphère. Donc quand c'est l'effet de serre qui augmente,
la température au sol augmente, la stratosphère se refroidit. Quand c'est le Soleil qui est plus actif, la stratosphère se réchauffe, parce que dans ce que le Soleil nous envoie, il y a des ultraviolets qui sont absorbés par l'ozone de la haute atmosphère, et si le Soleil est plus actif, il nous envoie plus d'ultraviolets, et la haute atmosphère absorbe plus d'ultraviolets, et elle se réchauffe. Donc quand la stratosphère se réchauffe, c'est la faute au Soleil, quand la stratosphère se refroidit, c'est la faute des hommes. Et en ce moment, la stratosphère se refroidit. Depuis qu'il y a des ballons sondes qui vont mesurer sa température, on sait que la stratosphère se refroidit depuis les années 70. Donc on est absolument certain que ce qui est en train de se passer, c'est le supplément d'effet de serre et que le Soleil n'y est pour rien. Il y a d'autres marqueurs qui permettent de le dire, et ça, c'est un marqueur absolument garanti sur facture.